coïncide normalement avec le 5 mai de chaque année. Cette année, le slogan qui a été porté par l'OMS, c'était « Essai et soins propres pour tous ». C'est entre vos mains, entre nos mains tous. Et donc ce slogan a été prononcé par l'OMS pour qu'il soit célébré cette année le 5 mai. Il y avait un décalage d'un mois vu le mois sacré de Ramadan, décalage concerté avec tous les intervenants, en raison du clin. J'ai oublié tout le travail qui a précédé un petit peu cette journée, c'est-à-dire la cheville ouvrière du CLEN, dont la présidence est assurée par le professeur Malek. Merci à vous, merci à tous ceux qui étaient derrière vous. Merci aux intervenants qui vont enrichir cette journée. Bien sûr, ce slogan a été élevé par l'OMS, donc c'est un fléau mondial, les infections liées aux soins ou infections associées aux soins telles qu'ils sont définis par l'OMS. Fléau social parce qu'il y a des millions de usagers des hôpitaux publics, privés, qui présentent cette infection et qui pèsent lourdement sur le système. Ces jours. On doit faire cet effort dans sa spécialité, donc de consacrer donc un petit chapitre, 1 heure, 2 heures, sur voilà, la prévention et la lutte contre les infections nosocomiales. Chacun donc sa spécialité et chacun fera l'approche, voilà, dans sa spécialité, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on doit faire, et peut-être aussi donc insister sur ce chapitre dans le cadre du module synthèse thérapeutique qu'on doit donner, donc les mesures générales qui sont applicables à toutes les spécialités, mais chacun de nous doit faire encore l'effort de l'enseigner d'abord sur les bancs donc des facultés, mais aussi donc de façon pratique au niveau des services auprès des résidents et des personnels paramédicaux. Et là aussi j'appelle le CLIN et j'appelle aussi donc le personnel qui est impliqué dans l'hygiène à nous assurer des formations continues en permanence, même si c'est répétitif, parce qu'on a l'arrivée souvent donc, des nouveaux résidents qui n'ont pas toujours la chance d'assister à ces formations, et probablement qu'il faut donc fixer une formation annuelle, voilà, fixe pour tout le personnel de chaque service, parce que tellement c'est important qu'il faut, je pense, établir un planning, et nous sommes en tout cas très preneurs et très demandeurs de ces formations concernant l'hygiène. Voilà, merci à tous et bon succès pour cet après-midi. Sur les infections liées aux soins, les infections nosocomiales, mais je préférais éventuellement envoyer le programme. Il y aura beaucoup plus d'experts, je pense, que moi, qui vont parler un petit peu plus des détails de ce domaine, et j'essaierai éventuellement d'être bref et de lire un petit peu toutes les idées qui me passent par la tête, là pour éventuellement participer à ce débat, parce que je pense que tout ce qui est hygiène de main, tout ce qui est hygiène au niveau de l'hôpital, c'est déjà le principe même d'avoir l'idée et puis d'avoir cette présence. Et cette présence, je pense que c'est déjà un gain. Parce que le principal problème d'hygiène au niveau de l'hôpital, c'est surtout l'implication des gens. C'est une idée qui doit être partagée par tout le monde. Parce qu'on a beau dire que pour un dirigeant, il faut qu'il fasse un petit peu le budget pour lutter contre l'infection nosocomiale, il faut qu'il mobilise éventuellement les ressources humaines, les ressources financières et tout, mais en voyant un petit peu la littérature, on remarque que le premier moyen efficace de lutte contre l'infection nosocomiale, c'est une chose très très simple, j'allais dire qui coûte rien, mais je dirais qui coûte le prix du savon. Hein. Le lavage des mains permet de réduire de plus de 80% l'incidence de l'infection nosocomiale au niveau d'un hôpital. Et donc, pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut promouvoir l'hygiène des mains au cours des soins, et c'est le premier pas vers la prévention des infections. Et comme vous le savez, l'OMS elle soutient l'utilisation des solutions hydroalcooliques, et les 5 indications d'hygiène que vous allez voir sur l'image. Et vous le savez qu'en 2005, l'OMS a lancé une initiative qui insiste sur l'hygiène des mains. Voilà l'OMS, les 5 indications d'hygiène des mains que l'OMS a lancées. Et bien sûr, il faut des facteurs de succès pour instaurer ce programme qualité au niveau des hôpitaux. Donc je vous remercie parce qu'il faut qu'on parle de ce sujet. C'est un sujet qui est très important. Et
il faut qu'on se regarde dans le miroir et qu'on dise voilà, on a des infections nosocomiales, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, réduire l'incidence et améliorer la prise en charge de ces patients. Donc j'ouvre la discussion pour les différents intervenants, qu'on puisse profiter également de l'aujourd'hui de la présence des responsables et des intervenants de cela. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, commentaires. En attendant, régional, où les clients ont un double plan d'action. Normalement, chaque client qui a un plan d'action annuel. Je suis tout à fait d'accord avec la CECOL, mais la question de c'est un plan pratique. Au niveau régional, parce qu'on sait tous que le client au niveau du CHU, les fonctionnaires, moi j'étais membre du client au niveau de l'hôpital régional par en 2006, 2007, 2008. Mais au niveau des hôpitaux périphériques, au niveau des structures libérales, est-ce qu'il y a des comités de lutte contre l'infection nosocomiale? Je ne sais pas. Et c'est ça le rôle. Chaque hôpital, peut-être qu'il y a des hôpitaux, n'est pas fonctionnel. Mais il n'est pas fonctionnel parce que, pour d'autres raisons. Le privé, on les joue. mais tout le problème est peut-être que l'institutionnel il faut que l'institution accompagne. Si ça va parler mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit tout à l'heure, le soutien institutionnel face à l'augmentation. Les ministères nous ont un plan stratégique. Qu'est-ce qu'on va faire les plans d'action? Mais il faut l'appliquer. Merci. Est-ce qu'il y a une question? C'est le président du conseil régional. Je m'excuse, je viens de répondre par rapport à la courant. Mais bon, je vois un peu le problème. Le privé, c'est bon. Le privé, l'idée existe. Mais la formation continue de ce sujet existe. Ça c'est évident. On pourrait peut-être commencer dans notre région et faire l'intérêt prochainement une réunion entre toutes les cliniques privées orientales et les responsables justement de la santé et le CHU. Ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est ce qu'il faut faire, mais encore plus restreint et encore plus pratique, et essayer d'amener un ou deux ou trois points qu'il faudrait développer, parce que ce problème touche tout le monde. Le problème, c'est que nos malades, quand il arrive plus ou moins malade, il repart plus ou moins malade. C'est ça le problème. Et avec une maladie peut-être plus grave pour laquelle il est rentré dans la clinique. Donc tout ceci est le problème de tout le monde. Je rejoins l'idée de M. le directeur, mais je pense que c'est le problème de tous les praticiens qui travaillent, parce que vraiment ça va toucher tout le monde. Maintenant, au niveau du Conseil de l'Ordre, on est prêt à travailler la main dans la main pour pouvoir sensibiliser, parce que la formation des cliniques privées reste quand même un peu à désirer. Il faudrait peut-être mettre la main à la pâte dans ce sujet-là. Merci. Donc on a mené une étude rétrospective au niveau de notre service sur une période de 17 mois consécutifs depuis janvier 2018 jusqu'à mai 2019. Le but de cette étude, c'est d'évaluer l'incidence de ces infections de site opératoire, analyser ces infections selon l'indication chirurgicale et identifier les différents facteurs de risque de ces infections. Donc on a opéré sur cette période 482 patients, 40 patients sont compliqués de l'infection post-opératoire, ce qui fait que le taux d'infection est d'environ 8%. Donc 2,2%, cette infection complique la chirurgie rachidienne, 4,5% complique la chirurgie crânienne et 1,4% pour la pose des dérivations ventriculaires externes. Dans 55% des cas, ces infections sont notées au niveau des interventions réalisées aux urgences.
Le taux d'infection en fonction de l'indication, on a au niveau du rachis, donc on a des complications infectieuses qui intéressent les traumatismes vertébromidulaires, la pathologie dégénérative, la pathologie tumorale rachidienne et les spinales bifidales. Au niveau crânien, on a surtout des infections complexes, surtout la chirurgie à viser la résection tumorale et surtout les hydrocéphalies avec la mise en place d'une dérivation ventriculaire externe. Donc les types d'infections, on a surtout les méningites et surtout les infections sur matériel. C'est des maladies qui sont plus graves, c'est une mortalité qui est excessive, c'est une invalidité à long terme, c'est des coûts personnels qui sont trop élevés, c'est une charge financière qui est élevée et c'est le prolongement de la durée de séjour en établissement de soins. Et qui dit prolonger la durée de séjour, peut-être prolonger également la durée de choper une autre infection associée aux soins. Notre perspective est inverse. C'est l'acquisition d'une réflexion finalement autour de l'optimisation de la prise en charge hors pression anti-infectieuse, mais c'est la construction d'une stratégie thérapeutique rationnelle argumentée. On sait tous que dans un service d'infectiologie et hématologie, généralement, c'est des malades qui sont immunodéprimés, donc généralement la clinique est pauvre, le quadrillage paraclinique est incessant et souvent en condition d'imprégnation anti-infectieuse. Donc la prise en charge peut-être est programmatique, mais on s'intéresse plus sur une prise en charge qui est basée sur la prophylaxie primaire, sur la stratégie préemptive et sur un traitement empirique. Et si on veut prendre l'exemple est celui de la neutropénie fébrile. Qui dit neutropénie fébrile dit des neutrophiles qui sont moins de 500 dans un contexte de fièvre, et qui dit neutropénie fébrile dit finalement pas de leucocytes. Et qui dit peu de leucocytes ou pas de leucocytes dit peu de foyers cliniques détectables. Ce qui va entraîner un faible inoculum et donc peu de documentation microbiologique. Là, je pense qu'on est pris un petit peu par le temps, donc on va donner une discussion de 5 minutes. Ouais. Si vous avez des questions, allez-y. Oui, je tiens à remercier tous les intervenants. Directement vers la définition de l'infection associée aux soins, je voudrais donner une décision concernant cette définition. Faut-il faire des prélèvements dans tous les malades qui vont à l'hôpital? Comment exclure les infections qui ne sont pas liées aux soins qu'on détecte après 48 heures? Merci. Alors, oui, professeur Bachir, qui va répondre. Généralement, ce qu'on fait chez les patients qui sont admis au service, c'est qu'on pratique des prélèvements pour voir est-ce que le patient est colonisé ou pas. Déjà, à l'admission, avec bien sûr un bilan initial qui va être fait. Et donc, elle est définie par une infection qui va survenir dans les 48 heures. Donc là, dans les premières 48 heures, on pratique des prélèvements pour voir est-ce que le patient est déjà colonisé par des bacilles ou pas. C'est systématique pour les patients qui reçoivent en tout cas de la chimiothérapie dans le contexte de médecine interne. Endogène digestif, c'est difficile, mais c'est des patients qui ORL, on pratique des prélèvements ORL. On pratique des prélèvements ORL, des prélèvements rectaux, pour voir est-ce que c'est des patients qui sont colonisés. C'est ça ce qui est recommandé, c'est pratiquer des prélèvements. Pratiquement, quand on trouve un gène endogène, oui, à l'admission, oui, est-ce que c'est défini comme lié aux soins ou non? Endogène à l'admission, il n'est pas défini comme lié aux soins, sauf si le patient avait été hospitalisé dans un centre où il a chopé une infection nosocomiale dans un autre centre, s'il avait une hospitalisation récente, etc. C'est pas une infection, c'est un porteur chronique. Exactement. C'est hautement résistant. C'est au début, au service, et là on est en train de réaliser une deuxième étude qui va être un complément de la première étude, à savoir colloquer la première étude et les autres années de. Donc on attend à ce que l'incidence quand même soit beaucoup moins importante que les 20%. Voilà. Il faut qu'il
qu'il y ait un impact très positif de la formation d'hygiène. Voilà. J'ai une petite question en fait, concernant les patients qui ont reçu de l'antibiothérapie. Est-ce que le système CHU, on va dire le système informatique, peut nous permettre de mettre un marqueur pour les patients qui ont reçu de l'antibiothérapie au cours de leur séjour hospitalier? Donc ces genres de patients en général nous inciter à prendre des mesures rigoureuses vis-à-vis de ces patients et de considérer comme étant le deuxième arbre, le malade à risque. Merci professeur pour cette question très pertinente. En fait, le système d'information que nous avons au niveau du CHU permet ça doublement. C'est-à-dire qu'à travers le dossier médical, et nous avons même un module qui, on va dire, qui est dédié à l'infection nosocomiale, un module statistique où il y a l'infection nosocomiale au niveau de l'hôpital. Je pense pour permettre de faire ça, il faudrait que le dossier, ça passe par le dossier médical qu'on est en train d'implémenter. Vous savez que le système d'information, généralement, il peut prendre jusqu'à 5 ans pour la mise en place, et tout dépend de la motivation, on va dire, des services dans le système. Mais là, je pense, si on se compare avec d'autres CHU qui ont le même système sur la durée d'implémentation du système, je pense qu'on est sur une bonne vitesse. On n'est pas parfait, je pense qu'on est mieux, et je pense que cela dépendra de l'application. On a beaucoup de services qui utilisent le dossier médical et tout, et je pense qu'on peut suivre ça sur leur dossier. D'autres services, on va dire, qui sont en cours. Je pense que le jour où tous les dossiers, que le dossier médical va être informatisé dans le CHU, que la prescription médicale, parce qu'il faut mettre plusieurs carrefours. La prescription et l'ordonnance informatisée va être faite en plus du module statistique. Je pense qu'on pourra avoir une traçabilité premièrement, du profil épidémiologique bactérien que nous avons au médical, de la prescription des antibiotiques, ce qui, on va dire, va nous permettre de faire sortir les bons élèves et les mauvais élèves en matière de prescription médicale, et surtout de pouvoir suivre les patients. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Entre les services, quand on reçoit un patient qui va venir par exemple à l'orientation pour une séance d'hémodialyse ou pour un patient qui va partir par exemple au bloc opératoire, ça serait bien que les autres sachent que le patient présente une infection nosocomiale, donc diagnostiquée et sous traitement, pour qu'ils prennent les mesures nécessaires pour éviter justement la transmission de ce germe vers d'autres patients. Et l'information de ce système-là me paraît très intéressant aussi à appliquer. communautaire et celle d'origine hospitalière, ayant en conséquence une antibiothérapie prolongée, hospitalisation beaucoup plus longue, une augmentation des séquelles, voire des mortalités, et surtout un impasse thérapeutique. L'antibiorésistance est un phénomène ancien. Tôt ou tard apparaît après la découverte des antibiotiques, et qui atteint actuellement des niveaux dangereusement élevés face à une diminution du développement de nouvelles molécules d'antibiotiques. Et prenons l'exemple de la durée entre 2008 et 2012, en Amérique, que 2 antibiotiques qui étaient développés. Raison pour laquelle la lutte contre l'antibiorésistance est qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé comme une urgence mondiale. Nos objectifs étaient d'étudier la répartition des BMR isolés au CHU le 6 d'Oujda, suivre l'évolution des BMR isolés entre 2016 et 2019 et de proposer les principales solutions permettant de lutter contre le fléau des BMR. Il s'agit d'une étude rétrospective. C'est un an sur 3 ans. Le protocole utilisé, c'est le protocole de l'OMS pour l'observation directe de l'hygiène des mains. Alors, on a au total réalisé 84 séances d'observance de 20 minutes
avec 5000 opportunités d'hygiène des mains observées avant et après le programme de formation. L'analyse statistique a été réalisée par le logiciel SPSS version 21. Donc on a réalisé une première étude d'observance, suivie par un programme de formation, suivie par une deuxième étude d'observance et l'évaluation de l'effet de la formation sur les résultats. Alors le formulaire d'observation de l'OMS qui est composé de différentes indications d'hygiène des mains et les observations, les opportunités d'hygiène des mains à observer. Donc avant le programme de formation, on a réalisé on a observé 2500 opportunités d'hygiène des mains avec un taux de conformité global de 54,4%. Les résidents sont en première position, le profil qui respecte beaucoup plus l'hygiène des mains en réanimation polyvalente sont les résidents, suivis par les internes, les infirmiers en troisième position, les externes en médecine dans 50% des cas et les aides-soignants en dernière position avec 44% des cas. Puis après, on a organisé un programme de formation en 4 séances de formation théorique et 4 ateliers pratiques sur l'infection hydroalcoolique et sur le lavage hygiénique des mains. Là, on a détaillé les techniques et les indications de l'hygiène des mains aux professionnels concernés. Après le programme de formation, on a aussi réalisé une deuxième observance avec 2500 opportunités et on a remarqué une amélioration très importante des résultats avec un pourcentage de 34,5% depuis la première observance. Là, on peut mettre en place des études complémentaires, ça dépend de certaines situations. L'étape 9, c'est de rédiger un rapport qui va permettre de documenter les résultats, proposer des recommandations, mais ce sera une référence pour les investigations ultérieures. La deuxième étape, c'est de mettre en place des mesures de lutte contre les qui doivent être mises de façon concomitante. Et là, je vais finir avec cette diapo. En fait, là, c'est pour juste vous montrer en fait l'intérêt de l'investigation, même si elle est menée tardivement. Là, c'était une épidémie d'infection VIH, épidémie nosocomiale, qui a été mise en place en janvier 2017, mais après, alors que l'infection, en fait, l'épidémie a démarré déjà en décembre 2016. C'était une patiente dont son mari on a diagnostiqué l'HIV chez son mari. Elle a contacté l'administration dans l'hôpital où elle a reçu des lymphocytes dans le cadre d'une immunothérapie lymphocytaire pour les fausses couches, pour le traitement des fausses couches, pour savoir est-ce que les lymphocytes de son mari pouvaient l'infecter ou pourraient lui transmettre l'infection. En fait, le directeur a répondu que oui, donc, et là, une enquête a été menée et en fait, ils ont pris tous les patients qui ont bénéficié le même jour où la patiente concernée a bénéficié d'une thérapie lymphocytaire. Ils ont contacté toutes ces patientes et ils ont fait un dépistage de VIH chez ces patients. Il s'est avéré que parmi 34 patientes, il y avait 5 patientes qui étaient contaminées par l'HIV. Après l'investigation, c'est avéré que le technicien qui faisait la transfusion des lymphocytes, en fait, il utilisait des tubes jetables. Donc, il utilisait les mêmes tubes chez toutes les patients, et il a transmis en fait l'infection à 5 patientes. Heureusement, si l'investigation n'a pas été faite, en fait, les 5 patientes auraient transmis en fait le VIH à leur mari. Heureusement que l'investigation en fait, tous les 5 maris des 5 patients infectés n'ont pas eu de VIH. Il y avait même aussi la naissance de 3 enfants chez 5 patients qui étaient aussi en fait indemnes de VIH. C'est juste en fait pour... Mais en fait, l'observance des professionnels soignants demeure problématique dans le monde entier. C'est pour cela que l'unité d'hygiène hospitalière a organisé une étude sur les états des infrastructures nécessaires pour l'hygiène des mains au niveau de CHU Mohamed VI Oujda. Notre plan, c'est comme suit une introduction, objectif de l'étude, matériel et méthode de travail, résultat et une conclusion.
Les mains constituent la voie la plus importante de transmission des infections croisées. Les infections nosocomiales sont fréquentes, elles touchent un patient sur 20 et engendrent des coûts humains et matériels importants. La prévention des infections associées aux soins commence par l'imposition d'une stricte hygiène des mains. Pour les facteurs qui favorisent l'observance de l'hygiène des mains sont la formation du personnel, l'audit régulier et feedback des résultats, la disponibilité des ressources et la présence des affiches et protocoles. Et déjà, on a concentré sur la disponibilité des ressources et la présence des affiches et protocoles. Et comme objectifs généraux, c'est d'encourager et soutenir les évaluations locales de la prévention et le contrôle de l'infection et des activités d'hygiène des mains à l'aide d'outils de l'Organisation mondiale de santé standardisés et validés, et puis effectuer une analyse de la situation sur le niveau d'avancement et des activités actuelles de la prévention et le contrôle de l'infection et de l'hygiène des mains dans le CHU, et éclairer et améliorer les efforts futurs et l'utilisation des ressources. Et ce sont les mêmes objectifs du ministère de la Santé. Pour le matériel et les méthodes de travail, déjà notre étude, c'est une étude prospective. On a adopté un programme et des protocoles et des affiches par lesquelles on a travaillé cette étude. Il a pris une période de 2 mois, le mois avril et le mois mai, et on a supervisé juste les services de soins au niveau de l'hôpital spécialité, hôpital mère-enfant et le centre d'oncologie Hassan II. D'après la correspondance du ministère de la Santé et la grille d'auto-évaluation de l'Organisation mondiale de santé, on a réalisé une fiche d'exploitation et une fiche de cotation. La fiche d'exploitation pour superviser les soins, les services de soins, et la cotation pour noter sur les observations qu'on a trouvées. On a reposé sur 4 critères lors de cette étude. C'est le fonctionnement des dispositifs d'hygiène, les lavabos, les distributeurs de solutions hydroalcooliques, les essuie-mains, les savons, l'alimentation en eau propre et courante, puis la disponibilité des dispositifs d'hygiène des mains, les distributeurs du savon, des solutions et des essuie-mains, la disponibilité en consommables, les savons, les solutions et les essuie-mains aussi, et finalement la disponibilité des affiches et des protocoles de sensibilisation. Pour l'analyse des données, on a utilisé le logiciel Excel et comme indicateur mesuré, on a calculé le score global en se basant sur les indicateurs suivants: le pourcentage des lavabos, le fonctionnement, ce qu'ils sont équipés en dispositifs d'hygiène des mains, l'approvisionnement en consommables et la disponibilité des affiches et de sensibilisation. C'est une image qui montre les données récoltées lors de l'étude, et c'est à cette occasion je tiens à remercier le technicien de statistique M. Karim Ouaziz qui nous a aidé à chiffrer les résultats. Pour les résultats de cette étude, déjà comme j'ai dit, on a visité les services médicaux, les services chirurgicaux, les services médico-techniques, les blocs opératoires et les réanimations au niveau de l'hôpital spécialité, mère-enfant et le centre d'oncologie. C'est presque 39 des fournisseurs. C'est l'article 2 de la loi 3108 qui dit que le fournisseur, c'est toute personne morale ou physique qui intervient dans ses activités commerciales ou professionnelles. Vous intervenez dans le cadre professionnel et par conséquent, vous êtes considérés aux yeux de la loi, au terme de la loi 3108, comme des professionnels. Et par conséquent, la même loi, dans son article 59, il dit clairement, parce que dans certaines cliniques, où on fait signer au malade un papier comme quoi que le médecin ou l'établissement n'est pas responsable des conséquences suite à son acte. Et on sait très bien que la médecine exception, la médecine esthétique, où les résultats sont obligatoires, toutes les autres activités donc, médicales, c'est l'obligation de moyens. Le médecin doit mettre tous les moyens pour réussir son opération, pour réussir son acte, et il est jugé sur ça, et non pas sur le résultat. Mais l'esthétique, c'est le contraire, parce que le contrat prévoit que je dois avoir le nez aquilin, ou les yeux verts, ou les yeux bleus, ou, etc. Donc, il faut que les résultats doivent être obtenus. Donc, la relation qui lie
l'établissement sanitaire et le professionnel et le consommateur doit être prouvé pour que le juge, donc selon le code civil, il faut qu'il y ait 3 éléments. D'abord, il faut qu'il y ait la preuve que ce médecin vous a consulté, ce médecin il a procédé à l'opération chirurgicale et que vous êtes passé par cet établissement. D'une manière générale. La deuxième, il faut que le mal soit avéré, que la maladie il existe. Il faut bien prouver, et bien sûr le juge il va demander au professionnel de répondre. Et en fonction de sa réponse, la requête va être soit recevable, soit irrecevable. Dans le cas où il est recevable, il fait appel, le juge il fait appel à l'expertise. Et en même temps, il essaie de consulter nos textes de loi. Nos textes de loi, à l'exception donc de la loi 3108 qui établit la relation entre le médecin ou l'établissement et le consommateur, nous avons la loi 3904 sur l'offre des soins et la loi 131-13 concernant l'exercice de la médecine. D'une affaire très récente dans laquelle le CHU a été parti, le tribunal administratif du Bénin a motivé sa décision en se référant à une décision rendue par le Conseil d'État français. Donc, la jurisprudence, si on se base sur la jurisprudence du Conseil d'État français, c'est qu'il y a une raison derrière ce choix. Donc, la définition elle a été donnée comme ainsi. L'infection nosocomiale est une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'il a une autre origine que la prise en charge. Donc, comment on pourrait établir, dans le cas d'une infection, comment on pourrait établir l'origine la cause extérieure de l'infection si on ne fait pas des tests à l'admission, surtout pour les malades qui ont fait l'objet d'hospitalisation préalable avant de venir, par exemple au CHU, ou s'il s'agit par exemple d'un patient polytaré qui est porteur d'une infection. Donc, pour établir cet élément extérieur, donc il est nécessaire d'effectuer des examens. On ne pourrait pas le faire pour tous les patients, mais il y a certains patients qui doivent être ciblés par ces examens. un témoignage وسجل راه جوج يعني الطبيب راه بحال الجماعه يعني كيعمل كيعتق الناس وكيمكن يكون اخطاء ماشي يعني ولكن التيموناج مهم ابارتي دان كا كونكري لان دائما الواحد خصو يشوف يعني الجانب الاخر اللي هو الباسيون كيفاش كومون يفي سي سوفرونس اللي كتوقع عليه بسبب الحادث الطبي. بون اذا من بعد هذا الشيء بون من le 18 j'étais hospitalisé, le 18, alors le 24 ça fait ils ont décidé l'éviscération de l'œil. Après لأن كان le risque ديال الدماغ وديال يعني لا سيبسيمي لا سيبتيسيمي سيبتيسيمي بحال انه بون راه ديك الساعه كيسيتي يوصل ولكن جاو يكون واحد ما تيحسبوا باش نتوقع على بانه حنا نو سون با ريسبونسابل هادشي ماشي انا شي جيريست هذا انا ما فهمتش انا هذا الموقف قلت لهم الله يخليكم غنمشي لوبيتال بوبليك لوبيتال سبيسياليتي فعلا انا مشيت غادرت لا كلينيك مشيت لوبيتال بوبليك نعرف لوبيتال بوبليك يعني في السيرفيس تكنولوجي بي يعني واحد السيده كومبيتون ما تعرفوا بدون نذكر الاسم ديالها. المهم الوغ ديك الساعه عملت فيا سميتو الفحص وهذا
وعملت لي قالت لي افكتيفمون ليفيستيغاسيون دو ليل كان يعني لانه انا ما بقيتش نطبق في الكلينيك عملت لي ليفيستيغاسيون دو ليل ولا ديماغي واحد بروتوكول يمكن مجال يعني غيرات الادويه وكانت اون بون ايفولوسيون الحمد لله بعدا مابقاش لي الدولار مابقاش كذا وقفات الامور بعد عملنا يعني دابا هاد الواقعه اللي وقعت شنو علاش عندنا علاقه بهذا الموضوع الانفكسيون نوزوكوميال لان ممكن ترجع مثلا سميتو لوبسيرفاتوار ناسيونال دي زون دوفتالميك كيتكلم هاد الحاله انا معروف هادشي دوبوي 2003 لكن وانا ما عملتش انا رفضت ندير دعوه جنائيه ولو انا عام مستديم كان كثير عندي انا قانوني كان عندي مسؤوليه اكتسابيه وحنا تعودت انا كاين التامين نورمالمون خص يكون تامين باش اي واحد كجماعه سميتو يعني وقع ضرر كاين تعود على الضرر وكاين هادشي اللي قال الاستاذ قبيله يعني لا توصيات هذا الشيء كاين لي كوميسيون دو كونسيلياسيون des accidents médicaux وملي كيوقع حاجه بحال هذا يعني يفو بوندر اون شارج ما كيوقعش لان انا عانيت من لا ريتورسيون ديال لانفورماسيون تخوفات بعد ما تكذبوا ما كنقولش وقع اللي وقع بون ماشي مشكل ولكن باش تجيب لنا وتقول وقع بانه ابراء عن اي مسؤوليه هذا شيء واخا نديرها كاع كاين شروط تاع السلوك في العقل في القانون ديال 3108 ديال الكونسوماتور des consommateurs. دونك اذا كاين جوج المشاكل كاين المشكل ديال بعدا يعني العلاج الانتيبيوتيك اللي ما كانش تري سبيسيفيك راه تكلمتوا عليه كثير وكان البروبليم ديال اللومدوفتال اللي في حد ذاتها اللي هي تعتبر قانونا انه كاين تلاقي من القانون الفرنسي كاين فراغ في المغرب ولهذا انا من التوصيات اللي كنزيد اللي قال الاخ خص تشريع يكون سبيسيفيك ماشي ضروري حنا نديرو نفس التشريع الفرنسي يمكن يكون مخفف اكثر لانه وضعيه المغرب ماشي وضعيه الكتاب بيبليك ماشي هي الوضعيه ديال الكتاب بيبليك. Donc je vais pratiquement commencer par là où nous avons commencé notre journée, donc cibler, commencer la programmation et les pré-parties de notre journée. Donc nous avons essayé de cibler toutes les personnes objet des slogans de l'OMS pour améliorer l'hygiène des mains. Donc à savoir les patients, les soignants, les agents de prévention des infections, les responsables des établissements de soins, le ministère de Santé, les associations de protection des droits des patients. Donc une chose est sûre, chacun de nous présent dans cette salle représente l'une de ces cibles de l'OMS. Donc chacun de nous a un rôle à jouer dans la prévention des infections en améliorant l'hygiène des mains. Donc sans plus tarder, je vais attaquer immédiatement les recommandations, ou plutôt, comme l'a recommandé le Dr Radé, je l'ai adopté sans hésitation. Donc il a proposé le nom de Nida Oujda. Pourquoi? Parce que déjà c'est une première d'associer professionnels de santé et juristes et des défendeurs de droits de patients au même endroit. Donc chacun de nous essaie de comprendre comment travaille l'autre. Tout ça pour avoir des résultats qui pourraient améliorer nos conditions de soins. Donc, première recommandation destinée au CHU, consiste à veiller sur l'application des textes de loi, parce que ce sont des recommandations que j'ai rédigées à fur et à mesure des travaux de ce séminaire. Donc, depuis que les intervenants prenaient les paroles, j'ai essayé de rédiger ces recommandations. Donc d'abord veiller sur l'application des textes de loi en rapport avec la lutte contre les infections associées aux soins. Deuxième recommandation, donc désigner ou faire appel à candidature au poste de médecin référent en antibiothérapie
parce qu'actuellement, chacun fait ce qu'il a à faire dans son domaine de compétences. Donc c'est le moment pour réunir tous ces efforts en nominant désignant un médecin référent en antibiothérapie, mais aussi inciter les réflexions sur l'adoption d'un guide local d'antibiothérapie. Les guides, ça ne manque pas, il y en a partout, des guides. Mais il faut les contextualiser à notre contexte. Donc, les molécules disponibles dans notre CHU, les molécules disponibles au Maroc, et en fonction des indications. Donc, il faut un guide, et pour établir un guide, il faut les efforts de tout le monde. Toujours pour le CHU, nous commandons d'accélérer le processus d'acquisition du module épidémiologie du système d'information hospitalière, parce que tout le monde en a besoin. Pour rendre l'accès à l'information par les patients de plus en plus facile. Il n'est pas difficile, il est facile, mais il faut le rendre de plus en plus facile. Et pour la direction régionale de la santé, donc nous recommandons de faire un effort pour unir les efforts de tout le monde, parce qu'on travaille dans la même région. Il y a des patients qui circulent d'un établissement de soins à un autre, clinique, hôpital public ou l'inverse, d'un hôpital à l'autre, d'une clinique à l'autre. Donc on est tous concernés. Donc parfois on gère les problèmes des autres, parfois c'est les autres qui gèrent leurs problèmes. Donc il faut unir nos efforts pour travailler tous ensemble dans le même sens pour lutter contre la transmission des BMR. Et pour le ministère de la Santé, nous recommandons d'améliorer en continu l'observance de l'hygiène des mains dans nos hôpitaux, inclure les cas sporadiques d'infection à BMR dans la liste des maladies à déclaration obligatoire. Ça, c'est un grand problème, parce que au contexte on doit déclarer une infection à BMR dans la seule situation où celle-ci sévit en mode épidémique. Même lorsqu'il ne s'agit pas de BMR, on est obligé de déclarer. ولكن السيستم غادي يكون انفورماتيزي بخاصه باش كتساعد لا ريشيرش. En tant que professionnel de santé, l'accès à des informations n'est pas facile. Il y a des bases de données sur les articles scientifiques, في الابحاث كل سي اش كل سيرفيس كيتشارك الابحاث ديالو اون رابور مع لو سوجي. حنا عندنا لاكسي بلو فاسيل بوتيتر هذا هو انا فين يكون التعاون. نعطيكم لانفورماسيون اللي بوبليي موجوده سور الانترنت لاكسي المعلومات.